Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire donc dédié aux fourchettes d'Andrews et au décompte Heliotist. Donc Nicolas Lavallée au micro, très content de vous retrouver aujourd'hui sur ce webinaire DIFX. Alors si vous pouviez me donner une petite confirmation du son, que tout est OK pour vous, je vous en remercie par avance. Donc actuellement je ne vois pas vos commentaires. Donc si vous pouvez me confirmer le son. Le temps pour moi de vous donner le petit panneau d'avertissement de rigueur. Donc comme vous le savez, la négociation sur marge sur le marché de devises ou via les produits CFD n'est pas sans risque et ne peut donc être recommandée à tout investisseur. Vous devez donc être conscient des risques associés au marché d'échange et aux produits CFD et éventuellement consulter un conseiller financier indépendant si vous avez quelques doutes que ce soit. Toute opinion, information de marché, notes de recherche, analyse prix et autres notifications ont pour seul et unique but de commenter l'évolution du marché d'échange et ne constituent évidemment en aucun cas un conseil en investissement. FXM ne pourra donc être tenu responsable des pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Bonjour visiteur, merci pour ton retour. Donc on vous fait ce rappel à chaque fois, à chaque début de webinaire. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important. Nous ne sommes pas des conseillers en investissement, nous sommes des analystes. Nous décryptons le marché sous notre propre prisme. Et donc nous vous en faisons la restitution. Et bien entendu, cela n'engage que nous. Il revient à vous de croiser ces informations avec vos propres schémas analytiques. Alors, on va faire un petit peu le tour des actifs que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui. Bon, vous vous souvenez, la semaine dernière, bon, vous étiez très nombreux à me suivre. Je vous ai vraiment invité à regarder ce que je publiais sur mon compte Twitter, puisque je publie des analyses fraîches euh, au fil du temps, finalement, au fur et à mesure que j'avance dans mes analyses de graphes. Et quand je vois des opportunités que j'ai envie de prendre, eh bien, j'en parle également sur Twitter, je relais l'information et systématiquement, quand je suis en position, j'indique l'historique donc du fil de discussion Twitter en émettant des liens. Donc ça vous permet, s'il était nécessaire, de suivre finalement un petit peu les histoires que je vous donne sur les différents actifs, puisque ça vous permet de retrouver les anciens graphes et finalement donc l'historique des analyses que je peux produire pour tel ou tel actif. Donc j'ai exactement sur Twitter la même approche que ce que je peux avoir au travers des analyses quotidiennes que j'émets donc sur dailyfx.fr. Voilà, donc l'idée est d'être au-delà de la transparence et d'être dans un schéma qui vous permet, vous, de mieux finalement suivre l'évolution de mes analyses et donc au-delà de vous faire un propre jugement et critique de ce que je vous amène, eh bien ça vous amène simplement une lecture plus commode, plus pratique et donc plus efficace. Voilà, encore une fois, mon objectif premier, c'est d'avant tout de vous apporter, de vous expliquer ma façon de voir sous un angle le plus pédagogique possible. Et il n'y a rien de tel que de confronter finalement ces schémas analytiques à la réalité, j'ai envie de dire du temps réel, puisque je considère qu'on peut toujours, au travers des historiques, donc des graphes dans le passé, vous démontrer une quantité de choses, mais rien ne remplace l'épreuve du temps. Et donc confronter des schémas analytiques en prenant le risque de vous dire voilà ce que je pense euh, de la trajectoire que le marché peut prendre, c'est évidemment beaucoup plus fort que de vous finalement vous décrire
un schéma analytique basé sur des historiques passés. Voilà. Donc je pense que même dans la pédagogie, il ne faut pas voilà, il ne faut pas faire l'économie de ce genre de pratique, puisque pour moi c'est la seule vraiment qui vaille, parce que je peux vraiment vous trouver quantité de systèmes qui marchent dans le passé, avec très peu finalement de ces systèmes qui marcheront quand ils seront confrontés donc en situation réelle. Voilà, donc ça c'est vraiment un message que je voulais vous faire passer. Faites un peu attention à ceux qui peuvent vous proposer justement des schémas basés uniquement sur des historiques passés, parce que l'œil est très souvent, quand vous faites des backtests, est très souvent attiré par ce qui a fonctionné et pas parce qu'il justement n'a pas été en accord avec les résultats escomptés. Donc attention à ça, et rien de tel, même pour vous, hein, pour vos propres systèmes, rien de tel que de les tester en conditions réelles. Les backtests c'est important, mais le tester sur une période de temps suffisante en conditions réelles, eh bien c'est également irremplaçable. Voilà, ça c'est un message fort que je voulais vous donner. Alors, déjà quelques questions qui jaillissent. Donc deux questions de la part de Brett Dany. Alors, le US dollar est en fin de vague 5 en mensuel, je pense que l'on a amorcé une vague A et donc on devrait aller sur une grosse baisse, qu'en penses-tu? C'est un peu la question que je me pose, effectivement. On essaiera de faire, j'ai pas réactualisé mon graphe sur l'US dollar, mais quand je vois le potentiel qu'il peut y avoir sur le GBP, le potentiel qu'il peut y avoir sur l'euro, le retournement en cours sur l'USD CAD, les éventuels peut-être fin aussi de vague sur l'AUD et NZD, je me dis que oui, on assiste peut-être en ce moment à un retournement sur l'US dollar en étant quand même prudent, parce que le fondamental va pas forcément en ce sens avec la relevée des taux, hein, qui ont été récemment donc relevés par Yellen, et qui a donc d'ailleurs donné un calendrier. Et maintenant, est-ce que ça a déjà été pricé par le marché? C'est possible. Et donc l'idée c'est effectivement de confronter cette vision-là sur un plan technique, pardon, et de voir si d'un point de vue analyse idiotiste, on n'aurait pas finalement fait un haut de marché. Pour l'instant, je reste encore prudent, il faut que je mette à jour mon graphe. Alors, déjà, puisqu'on parle du dollar, parlons déjà de la livre turque face au dollar américain. Donc moi je vous avais donné, donc je vais vous faire quelques petits tours des analyses et des trades, hein, qui ont cours en ce moment de mon côté. Encore une fois, je vous invite vraiment à suivre mon compte Twitter. Alors pour me suivre, vous allez sur Twitter et vous faites ceci. Donc vous recherchez La Vallée Nicolas, pardon, c'est avec 2 E à la fin. Et donc je vous donne beaucoup de situations, de trades intéressantes, et je vous donne, voilà, c'est un vrai complément, et je suis très réactif sur Twitter. Alors je suis pas toujours non plus devant mon ordinateur, mais quand je suis devant mon ordinateur et que j'analyse, et bien quand j'ai quelque chose d'intéressant, je l'envoie de facto sur Twitter. Donc je vous invite vraiment à suivre ça. Alors sur l'USD Try, j'ai trouvé cette situation intéressante, parce que tout d'abord, en fait, quand on regarde dans la situation en hebdomadaire, on est sur un haut de canal. Vous voyez, donc bon, l'article est beaucoup plus précis, mais vous voyez sur cette fourchette là, on a vraiment tapé ici un haut de canal. Donc les trois en fait forment une résistance hautement psychologique. Et c'est vrai que quand les cours sont revenus taper donc sur ces trois, on voit en fait ici une structure chevauchante qui ressemble à s'y méprendre à une diagonale terminale. Et donc dans le décompte que je propose, on a, bon, ici on peut voir finalement une vague en plus ou moins W, enfin WXY, donc WX et Y, avec une vague Y ici en 5 temps, donc 1, 2, 3, 4, 5, et une vague 5 en diagonale terminale. Vous voyez, si je vais en H4, on la voit bien, hein, c'est vraiment, vraiment clair. Et donc l'idée, c'était, au niveau de l'article, on était quelque part par là. Je vous avais dit que donc l'idée, c'était d'avoir une vision bearish, hein, sur cet actif, et donc de rechercher des zones de vente.
Et pour ce faire, j'insiste, hein, mais utilisez vraiment donc la technique des canaux de régression. Vous allez voir qu'en apposant une fourchette d'Andrews sur les derniers donc tops qui sont ici, qu'on va aligner sur les bas pour tenir compte donc de la réalité du marché. Vous voyez, il n'y a pas, enfin, voilà, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret, j'ai envie de dire. On a tapé en fait ici une résistance qui correspondait à un haut de canal, et donc nous avions ici un point d'intervention confirmé par donc une structure, enfin un chandelier type étoile du soir, et donc ou un pendu si vous voulez, et donc derrière on avait là la confirmation que le marché avait bien vu ici la zone avec intervention donc des vendeurs. Donc voilà un super point d'entrée avec derrière un stop qui est évident puisque c'était un stop au-dessus de la mèche. Donc voilà, une fois que on a eu cette avalante, bon bah l'idée était de neutraliser rapidement son risque, même si au départ je l'ai pas mis tout de suite stop 0. J'ai vraiment attendu qu'il aille rechercher la ligne médiane, et là je me suis mis donc j'ai mis mon stop au niveau de mon point d'entrée. D'accord. Donc ça c'est quelque chose de vraiment très pratique. C'est donc de faire coïncider un niveau de prix avec un timing qui nous est donné donc par cet axe temps prix matérialisé par ce canal de régression. Donc ça vous permet d'entrer finalement dans un horizon court terme pour jouer, parce que l'idée c'est pas de prendre des bénéfices en fait, hein, à l'heure actuelle. L'idée c'était d'entrer à un niveau de prix intéressant pour jouer donc la configuration journalière. Parce que si j'ai raison, la configuration journalière nous enverrait vers la ligne médiane de cette fourchette d'Andrews qui est en train de valider son troisième point pivot. Donc avec, et vous allez voir c'est important ce que je vous explique, l'idée c'est d'utiliser finalement une structure de retournement chartiste que j'appelle dans mon jargon un détonateur, qui va permettre au cours de gagner en amplitude et donc de valider ce point P3. Si le marché voit derrière donc une impulsion baissière se mettre en place, il va y avoir des opérateurs qui vont vraiment pousser et, faire en sorte que finalement le prix médian de cette structure en 3 temps soit recherché par le marché. Et en faisant ça, vous allez voir que vous obtenez des risques reward qui sont fantastiques, puisque vous voyez j'avais un stop de 150 points pour viser combien? Eh bien pour viser, si je prends un retour ligne médiane, pour viser 2300 points. Donc on est sur c'est du 1 pour 12, 1 pour 13, 1 pour 14, vous voyez. Donc ça c'est le genre de trade, si vous faites, imaginez vous faites un trade, vous mettez 1% sur ce genre de situation, ça vous fait du 1 pour 13, c'est magnifique quoi. En fait c'est des trades qui sont fantastiques. Donc l'avantage de ce genre de choses, c'est que vraiment ça vous permet de neutraliser votre risque rapidement. C'est-à-dire que vous avez une structure chartiste avec une fourchette d'Andrews et finalement un super timing qui en toute probabilité va enclencher un mouvement d'impulsion baissier. Ce mouvement d'impulsion baissier va éloigner les cours de votre point d'entrée, ce qui va vous permettre d'ajuster votre stop et donc de neutraliser complètement votre risque. Et du coup, vous êtes dans une situation où bah, y a une probabilité intéressante que le marché valide ce point P3 avec du coup une réalité, j'ai envie de dire, qui prend de plus en plus de sens pour un retour des prix vers la ligne médiane qui vous offre donc le fameux risque-reward donc que je vous ai évoqué. Donc ça, c'est ce que j'appelle, alors dans mon jargon, hein, on a des doubles setup imbriqués en fait. C'est-à-dire que ça c'est un setup Andrews, c'est un setup que j'aime bien mais qui est plutôt destiné en fait à des on va dire à des traders quand même avertis, aguerris, parce que ça suppose quand même vous voyez, on est quand même au départ sur un haut de canal, on est sur un niveau de résistance, on a une impulsion baissière, on a une structure chevauchante, on peut mettre des niveaux d'expansion qui nous font dire que là-haut on arrive vraiment sur un cluster. Donc cluster plus résistance chartiste, plus le fait que les cours aient atteint un haut de canal,
me fait développer un biais baissier. Donc partant de cette constatation, j'appose donc une fourchette d'Andrews en partant du principe que le marché va valider ce point P3, que je confirme par une structure chartiste de retournement. Vous voyez comment les choses s'imbriquent et qu'on va donc utiliser plusieurs unités de temps pour finalement arriver à un trade qui va nous permettre vraiment de maximiser le risque reward. Ça c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire parce que il y a beaucoup à gagner en fait en faisant ce genre de choses, hein, tout simplement. Voilà. Alors, dans les autres trades que j'ai pu être amené à prendre, il y avait un trade qui était intéressant, c'était sur le pétrole. Alors, est-ce que vous avez suivi, j'ai publié un article, je vais vous le montrer parce que il est intéressant. En fait, j'ai développé ces derniers jours une vision assez haussière sur les matières premières. Donc on va aller sur DailyFX et je vais vous montrer donc l'article que j'ai rédigé sur le WTI. C'est important parce que on est sur des seuils de moyen terme et je me pose de plus en plus de questions donc sur les matières premières. Donc on va aller voir ça ensemble, ça va prendre quelques minutes. Vous voyez donc le WTI qui était ici. Alors, vous voyez donc j'évoquais cette structure là, donc je vais agrandir la fenêtre. On était sur ce genre de structure, alors qui a pris essence, vous voyez on a eu une belle impulsion haussière, d'accord. Donc suite à cette impulsion haussière, j'ai réalisé un décompte Elliotiste, donc 1, 2, 3, 4, vous voyez on a des bougies rouges, donc 1, 2, 3, 4 c'est assez simple, 1, 2, 3, 4, 5, et donc quand on a une vague en 5 temps, et bien suite à un retracement, on peut s'attendre à une nouvelle vague haussière. D'accord, c'est l'idée. Et donc l'idée était de trouver un seuil de retracement intéressant pour reprendre position à l'achat. Mais avant tout, je voudrais vous faire part de l'analyse que j'ai fait sur le Brent, voilà, qui est l'équivalent du WTI, hein, mais en mer du Nord. Et regardez un petit peu cette configuration. Donc, je vais vous agrandir cet écran également. Alors, on est dans une échelle logarithmique. On est dans une échelle logarithmique et je vais faire après un point sur le GBP USD, donc MF, pas de souci. On va regarder Brett Danil, l'US dollar ensemble. Donc là, c'est... mais de toute façon, quand on parle des matières premières, déjà on parle du dollar, puisque quand on parle de l'US Oil, c'est le pétrole, donc face au dollar américain, dans la cotation vis-à-vis du dollar, finalement, comme le XO USD, c'est le gold en cotation dollar. Donc si le dollar est baissier, ça va jouer sur l'US Oil et sur l'or, qui, dans cette composante dollar, ont plus de chances de s'apprécier, puisque le dollar s'affaiblit. Donc ça veut dire que l'or, vis-à-vis d'un dollar qui s'affaiblit, s'apprécie vis-à-vis de cette monnaie. D'accord. Donc après, ça peut rester baissier si tout le monde vend de l'or, hein, on est bien d'accord. Mais si vous avez le dollar qui s'affaiblit, ça peut être une variable déterminante sur ce genre d'actif également. Et donc en échelle logarithmique, on est parfaitement en bas de canal. Donc ça, c'est relativement intéressant. Alors pourquoi j'ai utilisé une échelle logarithmique? Simplement parce que on a eu une très forte dépréciation donc sur ces énergies fossiles. Et avec une dépréciation comme celle-ci, vous voyez, on est passé de 150 à 25. Bon, voilà, c'est une dépréciation qui est une variation en pourcentage qui est énorme. On est bien d'accord. Et puisqu'on parle d'une dépréciation en pourcentage, eh bien une échelle logarithmique prend son sens. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, souvent sur les actions, merci Alex. Donc je t'invite à regarder mon historique sur Twitter. Donc Alex qui vient de me suivre sur Twitter. Donc c'est pour ça que sur les actions qui peuvent subir des fluctuations très importantes, surtout sur des sociétés qui viennent de ce côté en bourse, et puis simplement parce que les investisseurs ont l'habitude d'investir
un pourcentage de leur portefeuille. Ils achètent en fait des actions cash, donc quand l'action prend 2%, leur portefeuille peut prendre 2% pondéré avec la quote-part de leur portefeuille qu'ils ont investi sur cette action. Mais la logique est de raisonner en pourcentage sur les actions. Et puisque la logique est de raisonner en pourcentage, souvent les échelles logarithmiques ont du sens également sur les actions. Il y a moins de sens sur le Forex, puisque surtout simplement parce que on n'a pas des mouvements qui peuvent vraiment faire varier énormément, même si ça peut arriver, hein, on est bien d'accord. En général, le Forex, on est plutôt sur des échelles linéaires. Mais voilà, quand on a affaire à des mouvements de cette ampleur-là, une échelle logarithmique peut devenir vraiment utile. Et vous voyez que dans cette échelle logarithmique, en utilisant donc des reports d'obliques, eh bien, on peut voir qu'on est arrivé donc sur le bas d'une oblique. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, je pense vraiment que le marché réagit. En plus, vous voyez ici un petit peu cette ligne, cette oblique qui est ici, vous voyez un petit peu comme elle a fait réagir les cours sur sa ligne médiane, on a vraiment des réactions systématiquement sur sa ligne médiane. D'accord? Donc, en également reportant des lignes de tendance sur les points hauts et les points bas, on est arrivé également sur le point bas de ce canal. Donc je pense qu'on est arrivé dans une zone, alors ça c'est pour les éléments qui vont dans le sens d'une appréciation, mais si je devais ajouter une expansion donc sur cette vague-ci jusqu'au sommet donc de la vague B, on peut aller plus bas. C'est pour ça que j'ai été prudent dans mon article en indiquant une zone 24-28 qui serait sur donc le Brent, une zone donc de recherche d'achat. Ok. Bon, bah on y est en fait, hein. Ça veut dire qu'on a pénétré cette zone et qu'il n'est pour moi plus l'heure de vendre, mais plutôt l'heure d'essayer de rechercher des achats. Et rechercher des achats, ça ne veut pas dire que j'achète. Ça veut dire que je vais descendre dans une unité de temps inférieure et essayer de trouver une structure de retournement, un setup, après c'est à vous de voir avec vos propres systèmes de trading, quelque chose qui vous permet d'entrer en position avec un money management qui fait sens et une bonne confiance dans votre approche de trading. Ok. Et l'idée, c'est de neutraliser votre risque, de prendre des bénéfices pour sortir gagnant de ce trade et de laisser courir un solde, parce qu'au vu de la situation donc hebdomadaire, moyen terme, ici on a quelque chose qui peut vraiment en fait se développer en swing. Ok. Alors, est-ce que j'ai des ouvrages à te conseiller sur les vagues d'Elliott? J'en ai pas en fait malheureusement en français. Donc après, tu vas sur Google. Le mieux c'est d'aller sur Amazon et tu tapes vague d'Elliott, Elliott Wave. Donc en anglais c'est comme ça, hein. Et franchement, tu regardes le livre qui t'apporte, parce que bon, il y en a plusieurs, hein, mais tu regardes ceux qui ont les meilleurs commentaires en fait de la part des lecteurs, puisque Amazon donne donc des retours clients qui sont très facilement consultables, et c'est souvent la meilleure façon de voir. Finalement, les meilleurs bouquins, c'est les bouquins qui sont le plus plébiscités par les clients, par ceux qui l'ont acheté. Mais il n'y a pas vraiment de bouquins en français. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait sur l'US Oil? Voilà, donc ça a été l'article que je vous ai indiqué. Je vais y retourner. Donc là, j'avais fait un article de moyen terme qui alertait, et puis donc lundi de cette semaine, je vous ai donné donc cette possibilité-là, avec ce décompte, en indiquant que la zone des 29, 50, 30 était une zone de retour de prix intéressante pour rechercher un achat, donc se positionner clairement à l'achat. Et si je devais vous mettre le graphe, donc vous allez voir que c'est exactement ce qu'a fait le marché. Vous voyez, on était là à peu près, hein. Et donc le marché est venu rechercher, voyez, cette zone ici des 29, 50, 30, et c'est retourné. Et donc quand c'est comme ça, donc vous voyez ici, hein, vous aviez, alors on peut se mettre en horaire. En horaire, on a eu notre price action. Vous voyez, ça c'est le genre de price action. On a un support qui s'est constitué sur les 29,50, il était clair. Et puis une mèche
en général le marché vient casser des éventuels stops d'acheteurs, et puis derrière une avalanche. Donc là, on avait le signe vraiment d'une intervention forte des acheteurs, et la règle d'Andrews. Le marché est venu rechercher donc la ligne médiane, vous voyez, de cette fourchette d'Andrews. Donc moi j'ai eu, en fait j'avais regardé le seuil des 1, 2, 3, 2, puisque dans ma façon de voir, j'essaye de détecter des mouvements 3 temps sur ces vagues de retracement, et de rechercher un achat entre la zone des 100% expansion et des 1, 2, 3, 2, allié avec un niveau d'expansion. Donc c'est vrai que si on utilise le niveau d'expansion qui va bien, vous allez voir, le niveau pardon de retracement, je vais prendre en free, on était, voyez, sur les 61,8. Donc en fait toute cette zone là déterminait pour moi une zone, une boîte temps prix finalement, enfin une boîte prix pour être plus précis. Vous voyez, donc les 61,8, ça c'était une boîte prix dans lequel j'attendais un retournement. On avait donc là je l'ai plus fait apparaître puisqu'après j'ai eu mon mouvement d'impulsion. On avait également donc une fourchette d'Andrews pour nous aider, et donc le marché s'est retourné pile dans cette zone là, et donc je suis intervenu et j'ai pris des bénéfices quand on est arrivé là. D'accord. Et puis on a fait un bas, donc j'ai simplement remonté mon stop sur le solde, et je vous avoue que là il y a une possibilité que je renforce si le marché vient casser ce haut qui est ici. Vous voyez, on a ici maintenant une résistance court terme, donc si le marché repasse au-dessus de cette résistance, eh bien ma foi ça sera certainement pour moi l'objet d'une nouvelle intervention pour renforcer cette position. Parce qu'en fait ici j'ai pris des bénéfices, et puis j'ai déjà remonté mon stop. Donc en fait tout ça finalement me redonne les moyens pour finalement renforcer dans un trade qui reste gratuit puisque totalement maintenant financé par le marché. Ok, donc c'était vraiment ça l'approche. Alors on va regarder alors question de la part de Brett Danny, avec les fourchettes dans 80% des cas on retourne sur la ligne médiane, donc ça c'est effectivement un résultat qui a été démontré par Andrews. Alors après il faut quand même trouver les bons points pivots, hein. Pour moi ça marche quand on a affaire à des nœuds héliotistes, hein. C'est pour ça que je pose pas des fourchettes sur n'importe quel bottom et top, c'est pour ça que je fais des décomptes héliotistes et que je pose des fourchettes uniquement sur des nœuds héliotistes. Quel pourcentage pour aller sur la ligne externe? Là c'est pour moi vraiment c'est Elliott en fait là qui est censé vous aider. C'est-à-dire que si vous êtes dans une structure en ABC, que vous avez fait une première vague haussière, vous voyez par exemple comme celle-ci, moi ici, donc on avait fait ici vague A, vague B, et donc j'envisage un retour des prix sur le niveau des 35. Pourquoi? Parce que ici j'ai une vague en 5 temps. Une vague en 5 temps, retracement en 3 temps, appelle une autre vague en 5 temps. Donc quand Elliott vous dit que on a ce genre de structure, eh bien vous avez une bonne probabilité du coup que le marché aille rechercher la borne supérieure du canal, ou à minima en fait le niveau d'expansion des 100%. D'accord? Mais ça c'est pas Andrews qui nous le donne. Andrews ne nous dit rien du tout par rapport à la borne opposée du canal. Il ne dit absolument rien. Lui ce qu'il nous dit c'est un retour sur l'axe des prix médian, et cet axe médian des prix et donne ce qu'on appelle en fait un point d'arbitrage par le marché. Vous voyez ici hein, la bougie qu'on a eue, on a vraiment eu des prises de bénéfices claires par le marché sur ce seuil. Donc ça veut dire simplement que cette fameuse règle d'Elliott, d'Andrews, elle est vraiment vue et interprétée en tant que telle par le marché. D'accord? Donc ça, bon ça c'était pour le pétrole. J'ai également apporté d'autres trades sur Twitter. Alors là il y a la livre, je vois qu'elle s'est fortement dépréciée. Donc on va regarder ça ensemble. Vous voyez, on obtient avec cette technique d'Andrews, on obtient quand même des points vraiment remarquables d'intervention. Vous voyez un petit peu où est-ce que j'ai pu rentrer sur ce trade. Et voyez mon TP ici comme il était magnifique. Donc j'avais un TP1 en fait ici, et j'ai un TP2 que j'envisage beaucoup plus haut,
par expansion, vous voyez, sur les 1,4460. Donc A, B, et puis j'espère donc une vague C qui va nous emmener là. Donc là, je vous avoue que je suis assez surpris de ce mouvement-là, mais bon, ça fait partie du jeu, hein. Le marché n'est pas sans incertitude. C'est la raison pour laquelle vous devez prendre des bénéfices quand vous déterminez donc des seuils de résistance. Donc ici, on peut également positionner une fourchette d'Andrews. Donc positionner maintenant sur ces points pivots qui sont clairs. Et voyez où est-ce que le marché en fait a pris des bénéfices. Le marché a pris des bénéfices en retour sur cette ligne médiane. C'est pour ça que j'insiste, hein, sur les outils. Est-ce que mon raisonnement est valable sur toutes les outils, Brett? Oui, ça marche en weekly, en monthly, en daily, en horaire, en M15. Alors après, je les utilise pas dans les unités de temps inférieures parce qu'on n'a pas le temps. Il faut quand même avoir un peu de temps pour analyser. Et donc, franchement, vous vous mettez en une minute, vous faites du one minute trading, mettre des fourchettes, faire des décomptes, faire du Fibo, vous n'avez pas le temps. Vraiment, vous n'avez pas le temps. Donc pour moi, l'intraday, c'est du M15 minimum. Et en M15, oui, vous avez le temps de positionner vos fourchettes, de faire des décomptes. Et voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai mis donc vague 1, 2, 3, 4, c'est pas impossible que le GBP redémarre ici pour aller repartir, rechercher donc mon plus haut. Donc je vais regarder ici en M15 comment le marché va se comporter et avec possible intervention, c'est-à-dire un éventuel renfort. Alors là, on est évidemment... Alors vous voyez, quand on change d'unité de temps, on peut avoir des décalages. Bon, on va rester ici. C'est vrai que ici, quand je vois ça comme ça me donne pas envie d'intervenir. Alors, on avait ça comme ceci. J'ai l'impression, vous voyez, que le marché travaille en fait un angle. Ça, c'est pas terrible quand on a ce genre de choses, parce que ça montre que c'est plutôt synonyme d'une structure de retracement plus qu'une structure impulsionnelle. Néanmoins, c'est vrai que quand on voit ce mouvement-là, on peut voir un mouvement en 3 temps, avec ici une impulsion en 5 temps. On ne contredit pas le décompte héliotiste, vous voyez, on a une vague 1, 2, 3, une vague 4 par contre, vraiment très profonde. Trop profonde, j'ai envie de dire. Donc on a peut-être ici simplement une vague 1-2. Bon, je passerai un petit peu de temps pour essayer de réanalyser un peu plus en détail, j'irai en M15 pour regarder un peu plus en détail comment se décompte en fait ces vagues-là. Peut-être qu'on a fait une vague ABC et que le GBP va finalement casser ça par le bas. Bon, pour le moment, je suis assez content quand même de ce que j'ai pu faire avec mon TP ici. Donc j'ai pris mes bénéfices, je suis stop 0 sur ce trade. Bon, j'ai pas envie de renforcer ça pour le moment, je vais attendre un petit peu. Alors il y avait, il y a un autre actif, je fais le tour un petit peu des trades en cours. C'est un peu, bon aujourd'hui c'est plus un webinaire pédagogique qu'un point marché, mais voilà, je pense que c'est important aussi de temps en temps de se poser et d'expliquer les choses. Alors, je vous ai fait un article hier sur le NZD-USD qui est très intéressant parce qu'il parle également de setup imbriqué. Vous voyez, quand on est ici, donc ça c'est la vue horaire, vous voyez, ça c'est la vue journalière. Donc en vue journalière, que peut-on regarder sur le NZD-USD? On peut voir que le marché est arrivé en bas de canal de régression. Et donc de la même façon que, j'ai envie de dire, quand on construit en fait une fourchette d'Andrews, par action, donc la ligne supérieure, la ligne sur laquelle on butait les cours, action et réaction, donc la ligne inférieure, eh bien les cours ont une appétence à rejoindre l'axe médian des prix, c'est-à-dire la ligne médiane du canal de régression. Okay, donc ça veut dire que quand on voit ça, on peut se dire, en plus vous voyez ici on a également en fait une oblique qui passait par là et que le marché est venu chercher en mèche avec un cluster Fibonacci. Donc là on est sur un niveau de support et on a une réaction haussière de la part du marché qui nous valide le fait que ce canal est potentiellement vu. D'accord? Et donc ça, c'est intéressant parce que, alors je sais pas ce qui se passe sur l'USD4, je pense que l'USD Oil
doit être en train de boomer up. Ah, bon, vous voyez, j'ai pas eu le temps. Je voulais donc renforcer ici. Bon, bah, c'est un peu tard. Ouais, j'ai vraiment une vision haussière moi sur le pétrole. J'ai une vision super baissière sur l'USD-CAD. Ça fait longtemps maintenant que j'en parle. Et donc une vision résolument haussière sur les valeurs matières premières. Bref, sur le NZD qui est une valeur matière première. Le NZD, ils sont exportateurs de matières premières, ils exportent du lait, ils exportent des minerais comme l'Australie. On est arrivé sur donc un bas de canal en journalier, et donc le seul plan, même si on est en tendance de fond baissière, on ne peut pas vendre ici. Voyez, pour vendre, il faudrait qu'on casse, puis qu'on vienne chercher en pullback. Donc en fait, quand on est sur une zone comme celle-là, bah, ma foi, on recherche un achat. D'accord. Et si on recherche un achat, eh bien, on va se plonger dans une unité de temps inférieure. Et l'unité de temps inférieure, qu'est-ce qu'elle nous montrait? Elle nous montrait un setup, en fait, Andrews. C'est-à-dire que nous avons eu une constitution d'une fourchette claire avec une ligne d'action. Et donc, par réaction, on s'attend à ce que le marché aille rechercher l'axe médian des prix qui sera notre premier TP. Mais si on a quelque chose qui nous dit ça avec une bonne probabilité, bah, ma foi, ça va nous permettre, de prendre des bénéfices, de neutraliser donc notre risque, et après on a toute la latitude pour aller rechercher des objectifs supplémentaires, j'ai envie de dire en étant totalement zen et relax, puisque financé maintenant par le marché. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de trader de façon relativement zen. Et qu'a fait donc le NZD? Voyez, moi j'ai donné un article et je suis intervenu. J'ai regardé donc, voyez un petit peu l'action des prix. On a vraiment ici une action, des réactions bullish, clairement. Un socle qui s'est constitué sur les 0,6450. Et donc derrière, bah, moi je me suis simplement positionné. Et je vous avoue que j'ai même pris, bon, sur cette ligne d'oblique qui était là, moi j'ai pris plusieurs positions ici. Et j'ai pris quelques lignes quand on est arrivé sur cette oblique. Et le reste, je le laisse couler. Avec certainement de nouveau une prise. Alors franchement, j'avais donné les 0,6530 en TP. Vous voyez comment le marché a réagi sur ces 0,6530. Vous voyez, il avait été donné là. Pourquoi j'avais en fait un objectif ici sur les 0,6530? C'est simplement parce que nous avions une belle résistance et un niveau Fibonacci clé. Et donc le marché a naturellement buté sur cette ligne de résistance. Et donc j'étais un peu plus conservateur sur ce premier TP. Et donc c'est celui que j'ai préféré donner au niveau de l'article. Donc ceux qui ont lu mon article hier se sont positionnés sur les 0,6470 et ont pris en TP1 leurs bénéfices et sont censés maintenant laisser traîner un solde pour viser eh bien, le TP supplémentaire, le TP suivant, c'est-à-dire une vague A, B, C à minimum. Et vous voyez, on peut voir une forme de TE en fait ici, un peu bizarre. On pourrait dire qu'on a une forme de, vous voyez, de, bon, non, c'est pas, bon, on a clairement une oblique qui passe par ici. Mais bon, vous voyez, on a des structures vague 4, fin de vague 3, 4, 5, puis 1, 2. Ça donne souvent des structures en ETI, en fait. Quand la transposition idiotiste, c'est bas de vague 3, vague 4, vague 5. Donc finalisation de la première épaule et de constitution de la tête, puis vague 1, 2. Donc parfois, on a une parfaite équivalence au niveau des vagues 4 et des vagues... et des vagues 1, ce qui nous donne une ligne de coup horizontale, parfois non. Mais dans tous les cas de figure, ça reste en fait, enfin, ça s'interprète d'un point de vue héliotiste. C'est pour ça que quand vous faites des bons décomptes héliotistes, eh bien en fait les ETEI et les ETE, vous en foutez en fait, vous n'en avez pas besoin parce que c'est votre décompte qui va prédominer et qui va vous permettre de dire si ce genre de structure, même si c'est complètement bancal, eh bien ce sont des structures, d'un point de vue chartiste, ce sont des structures héliotistes de retournement. Ok. Voilà, donc dans les autres positions que j'ai, vous voyez, j'avais pris aussi, je vous avais conseillé le GBP CAD. Donc de la même façon, GBP CAD, on était sur des niveaux clés en fait, toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on part d'une vision qui nous dit qu'on est potentiellement sur un haut de canal.
voyez ici, haut de canal, avec un niveau de résistance que sont les 2,10, donc niveau de résistance psychologique. Donc on est arrivé sur un niveau de... Donc là, ça vous rappelle l'USD face l'USD Try, hein, la livre turque face au dollar. Et donc ici, niveau constitution de deux tops. Ok, et pourtant, vous voyez la belle impulsion. Ici, on a un maroubouzou terrible, mais quand même une constitution de top. Et puis un point pivot qui se constitue. Donc, mise en place d'une fourchette. Et à ce moment-là, on va évidemment l'ajuster, hein, mais mise en place donc d'une fourchette utilisant ces points pivots, même si après on l'adapte par rapport à la réalité du marché. Et là donc, bon, moi j'étais descendu en fait en H4, des situations de retournement, on intervient et puis objectif ligne médiane. Et vous voyez, moi ici j'avais un stop qui était tout petit, hein, en fait je m'étais mis en intraday et j'avais trouvé quelque chose d'intéressant à trader dans cette zone là, et puis j'ai tenu. Et vous voyez maintenant le risque et reward, où est-ce que j'en suis? Et regardez là, il est en train de plonger, même si on a cette fourchette d'Andrews qui est là. Bon bah vous voyez, même s'il devait retracer après pour aller là, j'ai comment dire, une chance que mon stop soit pas percuté et qu'il aille beaucoup plus bas. D'accord. Mais bon, sachez que quand le marché est arrivé ici, de toute façon, j'ai pris 60% de ce que j'avais accumulé sur cette position, et donc je suis déjà extrêmement gagnant en fait sur ce genre de trade. Donc maintenant, je peux vraiment laisser le solde courir. Vous voyez, d'un point de vue psychologique, quand vous avez pris des bénéfices, c'est beaucoup plus facile de laisser courir une position. Parce que si c'est pas le cas, c'est quand vous voyez que vous avez gagné un montant important, psychologiquement c'est dur de tenir et de se dire on n'a pas envie de laisser courir parce que c'est des montants qui sont importants, on a envie de prendre. Mais quand vous avez pris déjà sur un seuil qui est normal, logique, parce qu'il peut faire l'objet d'une... Vous voyez hein, d'ailleurs ce qui s'est passé ici, hein, il y a eu réaction haussière, parfois l'objet d'un vrai retournement et venir vous stopper. Bon bah quand vous avez pris déjà des bénéfices conséquents sur un seuil logique, bah, le reste après vous avez plus de difficultés et vous avez plus de biais psychologiques pour le laisser courir. Donc ça c'est vraiment intéressant comme approche. Alors l'USD CAD, pourquoi j'ai été positionné sur le GBP CAD, j'ai fait quelques en fait tout est parti à l'origine de mon analyse sur l'USD CAD. Et ça c'était vraiment une analyse super forte. Franchement, il y a très peu de personnes qui ont pu détecter un retournement comme j'ai pu le faire sur l'USD CAD. Et pourtant, je vous en parlais déjà depuis plusieurs semaines. Voyez un petit peu comment ces techniques des fourchettes d'Andrews nous permettent d'avoir des points d'entrée qui sont mais juste incroyables. Puisque c'est vraiment le point où le marché va se retourner. Ce sont des zones stratégiques de retournement. Il n'y a que cette technique hein, des fourchettes, des clusters qui nous permet d'avoir ce niveau de précision. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur l'USD CAD que je vais vous rappeler. C'est important parce que l'USD CAD, c'était pour moi ma boussole hein, sur les matières premières, puisque le CAD, hein, le dollar canadien, c'est une valeur matière première. Bon, ils sont fortement exportateurs de pétrole, mais ils exportent aussi des minerais. Hein. Imaginez un petit peu le pays comme il est grand. Et donc, quand on a une valeur comme celle-là qui se retourne, bah, il y a des conséquences partout sur toutes les valeurs matières premières. Vous avez vu, l'or s'est retourné, le cuivre s'est retourné, tous ces actifs-là sur lesquels, depuis quelques temps, je vous disais, moi, je peux plus les vendre. Si je dois essayer de faire des choses dessus, c'est plutôt essayer de les acheter en étant très prudent parce qu'on est sur de l'inversion de tendance, mais essayer de chercher des setups de retournement parce que pour moi, le potentiel, il est là, quoi. Quand vous avez un train qui arrive presque à la dernière des stations, bon, vous n'avez plus envie d'investir du lourd dans ce sens-là. Par contre, vous commencez à accumuler dans le sens contraire parce qu'il faudra bien à un moment donné qu'il fasse demi-tour. Et là, l'USD-CAD était pour moi sur un seuil de retournement. Alors maintenant, je reste prudent, modeste, évidemment, parce que rien n'est gagné. Mais je vais vous ouvrir la disposition moyen terme, juste pour vous rappeler quand même le seuil en question. Alors, je vous demande une petite seconde. Je crois que c'est celle-ci.
je vais vous ouvrir cette vue là, je suis pas sûr. Euh, En fait, comme il y a eu des changements qui ont été opérés sur la plateforme FXM ces derniers temps, je vous avoue que moi je me trouvais, enfin j'étais plus à l'aise avec l'ancienne version qu'avec celle-ci, qui me déstabilise parfois un petit peu. Ouais, donc pour revenir sur le NZD, bon bah vous voyez, donc là l'idée maintenant c'est de laisser traîner ma position. J'ai pris donc déjà un certain nombre enfin des bénéfices et maintenant je laisse courir le solde. Alors, est-ce que non, donc c'est pas la bonne disposition. Donc celle-ci, je la ferme. Je vais rouvrir ma disposition de moyen terme. Euh, ok, ouvrir disposition. Je monte encore quelques secondes. Bon, écoutez, je vais prendre celle-ci. Projection 2016. Je pense qu'on va retrouver. On va retrouver. Ah oui, puis donc le GBP également, je vous ai pas, je sais pas si je vous avais rappelé quelle était la vue. C'est pourquoi j'ai cherché des achats sur le GBP, c'est quand même important de le signifier. Simplement, donc ça je vais fermer. Simplement parce que quand on regarde la vue hebdo, vous voyez, hein, ça, c'est important en fait, hein, ce qui se passe, hein. Euh, on est sur des niveaux. Vous voyez ici, on a une belle fourchette d'Andrews, hein, qui est ici. On est vraiment sur le bas de la fourchette d'Andrews. Et quand, vous voyez ici, on a eu un swing. Voilà. Alors ma fenêtre a disparu. Est-ce que je vais la retrouver? Dans cette fenêtre-là, je vais la fermer. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression qu'il a fermé ma fenêtre. Alors je vais retrouver. Non, bah, il m'a simplement fermé ma fenêtre. Donc bon, bah tant pis. Bon, je vais vous faire voir donc l'USD CAD et puis on reviendra sur le GBP. Et après, on fera le tour sur l'USD Yen parce que l'USD Yen il est important pour les indices, puisque je pense que vous voulez quand même avoir ma vision sur les indices. Donc si je prends l'USD CAD en vue mensuelle, voilà. Vous voyez, c'est terrible, hein, mais on a ici un swing low, high et low. Ok. Et donc en ajustant la fourchette d'Andrews sur les bas, vous voyez, on était vraiment arrivé sur la partie haute. Qui plus est, sur un niveau Fibonacci clé, les 1272, donc de l'expansion WXY. Et quand on est arrivé là, le marché était en train de faire un maroubouzou. On était ici au niveau des cours. Et j'ai dit sur Twitter, quand le marché est arrivé là, j'ai donc donné au lecteur une information en disant je vous invite à regarder comment sera la bougie à la fin du mois. La bougie, à ce moment-là, était pleine. On était ici. Regardez comment le marché a réagi de façon extrêmement baissière, brutale sur ce seuil. On était sur des hauts de canaux de moyen terme, sur un haut de fourchette d'Andrews, sur un niveau Fibonacci clé. Quand on voit ça, on se dit, bah voyez, les banques d'affaires, les grosses mains, les institutionnels travaillent avec ces outils. Les outils que je vous présente sont des outils qui sont utilisés forcément par les banques, par les grosses mains, puisque ce sont des seuils qui font réagir systématiquement le marché. Donc c'est pour ça qu'en toute confiance, même si la bougie était énorme, on était en train de le casser, j'ai alerté en fait mes lecteurs sur Twitter en leur disant attention. Et du coup, j'ai cherché une vente sur l'USD-CAD. Donc je me suis mis en fait en unité H4 et j'ai regardé tout ce qui traînait sur le CAD pour me positionner à la vente. Et donc je vais revenir dessus parce que l'USD-CAD, il y avait vraiment des choses très intéressantes à faire. Donc, et que j'ai également envoyé sur Twitter. Et regardez un petit peu où est-ce que je suis intervenu. Je suis intervenu très haut en fait. J'ai vu la constitution. Vous voyez, on avait une fourchette également, un canal. On est arrivé sur la partie, bon, plus ou moins la partie haute. C'était une fourchette d'Andrews que j'avais utilisée. Bon, plus ou moins. Non, je demande, c'est un peu subjectif. En fait, on avait quand même ici une droite polarisée, mais on avait surtout la constitution d'un double top sur mon niveau clé. Et donc, avec un mouvement d'impulsion qui commence à naître. Si je me mets en journée,
Vous voyez un petit peu ce price action, ça c'est le genre de choses que je vous invite également à travailler. C'est tout ce qui concerne la psychologie relative au chandelier japonais. Mais vous voyez ici on a eu une forme de marteau. Euh, donc là ça veut dire que là d'ores et déjà on a eu une manifestation baissière. D'accord. Ce genre de choses, ça veut dire qu'on a une pression baissière. Et on l'a cassé, et de nouveau enfoncement. Donc là, ça veut dire que on a en fait, on a une intervention de vendeur forte. On a eu une première alerte, on a été cassé des stops, et puis derrière, bing, on avale cette bougie-là nettement. Bah, moi, je me suis positionné la bougie suivante, clairement, avec un stop qui était sur l'ouverture de la journée précédente. Donc, vous voyez, un stop relativement petit. Et puis j'ai laissé partir mon trade, tout simplement. Et donc, quand on regarde après, où est-ce que je suis intervenu une deuxième fois? J'ai renforcé ici. Et regardez pourquoi j'ai renforcé ici. Simplement parce que je suis parti de cette fourche, de ce point pivot, que j'ai ajusté sur les bas. On était sur des niveaux de résistance, croisement, temps pris, intervention. De nouveau, de mon côté ici, j'avais dû prendre des bénéfices ici. Pas ici, je pense, j'ai dû prendre des bénéfices ici, je me rappelle plus exactement où est-ce que j'ai pris des... Oui, j'ai pris des bénéfices ici, parce qu'on était sur le bas de canal. Vous voyez, on était sur ce bas de canal ici. Mais regardez là, c'était en plus une zone de pullback fantastique par rapport à ce canal-là. Donc, haut de canal baissier, pullback d'un canal haussier cassé, niveau de résistance, bah renfort. Donc, j'ai réinvesti ce que j'avais gagné sur ce trade-là. Donc là, j'avais dû encaisser 60%, je crois. Ce que j'ai gagné là, je l'ai investi là. Et puis, bah, vous voyez, on a refait un nouveau bas. Donc, c'est une façon, en fait, de renforcer, de pyramider vos positions. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais bon, je pense que c'est une bonne façon de faire. Et évidemment, si l'USDK est baissier, alors ça veut dire que le pétrole est haussier, tout simplement. Donc maintenant, il va falloir faire un peu attention parce que il va falloir que je regarde un petit peu quels sont encore les objectifs à la baisse. Je pense que ça peut encore baisser. On a peut-être fait ici, vous voyez, une vague 1, 2, 3, 4, 5, donc vague 1, vague 2. Et donc là, je l'espère, on est en train de faire donc vague 1, vague 2 d'une vague 3, donc avec une vague 3 de la vague 3 à venir, qui peut être vraiment baissière. Mais ça peut être aussi un autre décompte. On a pu faire 1, 2, 3, 4 et 5 avec un éventuel retournement à venir. Mais de toute façon, derrière, ça serait pour repartir baissier. Pour l'instant, moi je tiens ma position. Ici, j'avais repris une ligne de bénéfices. Toujours la même chose. Vraiment, je vous invite, prenez des bénéfices quand vous avez ce genre de setup. Une ligne d'action, une ligne de réaction. Vous êtes intervenu ici, vous prenez des bénéfices sur la ligne médiane. D'accord? Ce faisant, même si vous faites stopper derrière, c'est pas grave. Vous avez déjà encaissé des bénéfices, vous êtes très bien. Vous avez gagné de l'argent sur ce trade et ça va vraiment minimiser votre drawdown. Donc ça, je tiens vraiment à le souligner. Il faut être humble devant les marchés financiers. On peut avoir une vision ultra bearish. Le marché peut très bien maintenant aller retracer ce mouvement pour aller rechercher, vous voyez, et donc constituer un deuxième bot, aller nous montrer finalement un retracement qui serait matérialisé par cette fourchette d'Andrews qui est ici, vous voyez, pour aller rechercher donc un nouveau pullback, par exemple là, vous voyez, ici, c'est pas impossible du tout, avec à ce moment-là des niveaux d'expansion que je mettrais de cette façon-ci. J'irai rechercher les 200% de cette structure, ou les 1,618, entre 1,618 et 200. Ça serait ma boîte prix. Si le marché devait faire ça, eh bien moi je fixerais de nouveau une boîte prix ici, avec donc recherche de short dans cette zone, avec derrière, du coup, parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on a fait une vague 1 et une vague 2. Et donc derrière, on va faire une vague qui va être au moins égale à ça en amplitude. Donc, vous voyez, c'est important de rechercher du short. Et on sera en pullback et on sera sous résistance. Vous voyez, c'est une super zone en fait. Si derrière,
je devais remettre un niveau de retracement. Alors, je vais venir comme ceci. Je vais vous mettre un retracement. Vous voyez, ça correspond plus au retracement. Désolé si ça commence à faire beaucoup de lignes, mais bon. Donc c'est le retracement 61.8. En gros, c'est une très belle zone. Si le marché devait suivre cette trajectoire, je ne sais pas s'il va la suivre. Hein. Il peut continuer d'enfoncer. Hein. Attention, hein. Ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est si le marché devait aller là, donc je ne veux pas acheter, mais si le marché vient là, dans ce timing-là, oui, je suis intéressé pour shorter. Et donc là, je vais me mettre en M15, et si je vois un double top, l'idée, c'est pas de mettre un stop ici, en fait. Hein. Et je veux pas mettre de stop là. L'idée, c'est de mettre un stop sur une mèche qui va apparaître dans cette zone. Donc, je vais me mettre en M15, je vais attendre la formation d'un A2-3 reversal ou d'un double top, et puis, rupture de la ligne de coup, j'entre, j'ai mon stop clair, j'ai un point d'entrée clair, et puis bah là, je vais viser pareillement, hein, je vais mettre une fourchette d'Andrews sur ce point-là, ce point-là, ce point-là, je vais viser un retour ligne médiane, TP1, et le TP2 sur les 100% de cette structure, voire les 1,618. Vous voyez, c'est une approche qui est cohérente à partir du moment où j'ai un biais qui m'est donné par Elliott. C'est-à-dire que mon Elliott me dit on est arrivé sur des niveaux clés d'un flat de moyen terme, donc je recherche des ventes, donc je vais rechercher des setups qui vont uniquement dans ce sens-là et qui s'imbriquent à merveille. L'idée étant de pouvoir obtenir des situations avec des stops serrés et des objectifs larges de façon à maximiser le risque-reward. Si vous faites ça, c'est pas des risques-reward de 1 pour 2 ou 1 pour 3 que vous allez chercher là, hein. C'est du 1 pour 10. Et avec des belles probabilités que de voir un marché qui part en impulsion et donc qui neutralise votre risque rapidement. D'accord? Ça peut vraiment être quelque chose d'extrêmement fort. Et moi, je vous le confirme en termes de trading. Ok. Alors, bon, j'ai également proposé des trades sur l'or. Vous regarderez ça sur Twitter. Mais ici, on avait des belles zones d'intervention en fait pour acheter de l'or, pour aller rechercher le haut de ce canal. Donc là, maintenant, il est plus. Voilà, j'avais précisé que les 1120, c'était des zones de take profit sur. Voyez, bon, moi j'étais intervenu ici, j'ai pris des bénéfices là, et puis après j'avais raté ce point d'entrée là, et donc j'ai essayé de revenir ici, et là j'ai pris en fait mon TP sur le haut du canal. Quand vous voyez ce genre de choses, vous êtes obligé de prendre vos bénéfices, simplement parce que c'est un niveau de résistance clair, c'est un haut de canal, c'est un haut de canal haussier. Bon là maintenant on a plutôt envie de shorter en fait que de faire quoi que ce soit d'autre, et c'est pas... Et bon, c'est logique en fait hein, d'essayer de faire ça. Donc là, vous voyez, vous avez une structure de retournement. Donc on aurait très bien pu également positionner des fourchettes d'Andrews sur ce genre de choses. Alors, je vais la repositionner. Alors, tac. Donc moi en fait, je suis intervenu relativement tard parce que ce matin, j'étais pas devant mon PC. Donc quand on voit ce genre de choses, vous voyez, on ajuste. Et donc là, vous aviez un niveau d'intervention. C'était un retour, vous voyez, hein, mon niveau Fibonacci qui est ici, hein, il n'est pas là pour rien. C'est un niveau de résistance. C'est le haut de ce canal. Et donc là, vous pouviez très très simplement, vous voyez, hein, on a tout de suite une réaction baissière. Hein, le marché a tout de suite réagi sur cette zone. Donc on short en fait la zone. Même ici, vu le stop, on pouvait shorter cash le point avec un stop là. Sur l'île médiane, on prend 50% des bénéfices, le stop, on le ramène sur le point d'entrée et on laisse courir un solde. Et puis le solde, maintenant, il peut courir où il veut, parce que l'idée maintenant, c'est d'aller chercher un peu plus loin, c'est de chercher toujours par action-réaction, pourquoi pas un retour ici sur les 1100. D'accord? Et ce faisant, vous voyez que vous auriez eu un tout petit stop, hein, un stop par rapport à toute cette distance-là. Et vous pouvez plus perdre d'argent parce que vous l'avez neutralisé votre risque. Grâce à la technique de la ligne médiane, quand vous êtes entré ici, vous avez pris des bénéfices là et vous êtes stop sur votre point d'entrée. Donc vous n'avez plus maintenant de problème à laisser courir votre trade pour aller rechercher donc la ligne médiane que je vous ai donnée tout à l'heure. Et quand on voit ça, on va regarder le risque reward ensemble en fait. Hein.
on jouait combien si on était vraiment, on avait shorté cette ligne de résistance, les 1120, on avait 202 de stop et on vise 1600. Donc là, on est sur du 1 pour 8. Franchement, c'est magnifique. Vous voyez, c'est magnifique pour un trade dont on a pu neutraliser le risque rapidement. Vous voyez, donc après, je sais pas moi quel est votre système de trading et je le respecte, hein, mais posez-vous ce genre de questions. Est-ce que votre système vous permet d'avoir un money management clair avec des prises de bénéfices intermédiaires claires qui vont vous permettre de lisser de vraiment neutraliser rapidement votre risque en prenant des bénéfices et donc finalement de minimiser vraiment votre drawdown tout en maximisant votre profit factor. Ok, bah, si vous avez un système qui vous permet de voir ça et d'être totalement confiant, moi je dis bravo, changez rien, hein. Mais si c'est pas le cas, bah, suivez de près ce que je suis en train de vous montrer. D'accord, ce que je suis en train de vous montrer sur Twitter, au travers de ces webinaires et de ces articles, ça peut valoir beaucoup d'argent, je pense vraiment. Donc intéressez-vous à ce que je fais. Alors on va les regarder maintenant, on va regarder ensemble ce qui se passe sur l'USD-Yen, parce que je crois que sur l'USD-Yen, j'avais repéré quelque chose d'intéressant. Donc c'est un petit peu décousu hein, aujourd'hui, veuillez me pardonner, c'est simplement parce que je voulais vraiment vous montrer ces setups et cette façon de procéder. Donc vous voyez ici on est sur l'USD-Yen. Ouais, bon, je vais quand même me remettre en vue journée. Moi je sais pas dire hein, si on va être de nouveau bullish ou pas sur l'USD-Yen. Alors je vais repositionner, voilà. Hop, je repositionne mes graphes. Moi ce que je sais c'est que je pense qu'on a cassé une oblique importante, vous voyez, qui était ici. Et que même si là on a une structure, vous voyez, en chandelier de retournement, je m'interroge sur son potentiel. Prenons simplement en considération le fait que si les matières premières viennent à monter, peut-être que c'est aussi un repositionnement des capitaux, des valeurs à risque, comme les indices par exemple, vers ces matières premières. Vous voyez, les capitaux bougent en fait hein, d'une classe d'actifs vers une autre. Donc ça fait partie de la vie normale des marchés financiers. Et donc si on a des matières premières qu'on le vend en poupe, peut-être que ça va se faire au détriment donc des indices. Et donc, comme les indices sont corrélés à l'USD-Yen, je regarde toujours l'USD-Yen avec un œil particulier. Et donc ici, bon alors moi, en toute honnêteté, c'est quand même pas un super canal. Mais bon, on a quand même eu des points hauts que j'ai ajustés. On a quand même des points pivots que j'ai ajustés sur la réalité du marché et la réalité aussi, vous voyez, quand même, on a une ligne médiane hein, qui est quand même pas mal. Hein. Franchement, la ligne médiane, elle matérialise bien quand même un équilibre des prix. Donc je l'aime bien quand même ce canal. Même s'il est subjectif, je l'aime bien. Et ben, le marché, il a fracturé le canal. Donc, enfin la ligne médiane, donc il n'est pas impossible, même si vous voyez ici ça n'a pas été le cas, hein, mais parce qu'on n'avait pas atteint des sommets. Quand on atteint des extrêmes et qu'on casse la ligne médiane, eh bien il y a un risque que le marché vienne chercher le bas du canal. Et là, ça serait une belle zone d'achat, par action-réaction pour aller rechercher la ligne médiane. D'accord. Mais en tout, j'ai envie de dire pour l'heure, faut rester méfiant. Mais moi, dans ce genre de situation, j'ai plutôt un biais baissier. Voilà. Et donc, je regarde quels seraient donc les éventuels setups qui me permettraient d'intervenir à la baisse. Et donc, bah, vous voyez, si je prenais par exemple ce swing high-low qui est ici, on a eu des réactions donc claires sur la partie basse. Hein, donc, j'ai rajusté, enfin, j'ai tenu compte de ça pour aligner le marché dessus. Et on va bientôt arriver là-haut. Alors, j'aime pas trop en fait cette configuration là, je dois quand même vous le dire, parce que j'aime bien voir des vagues en 3 temps ici. J'aime bien pouvoir identifier, je veux m'assurer qu'on a bien eu ici un mouvement de retracement en 3 temps, et si ça coïncide avec une résistance, à ce moment-là,
eh bien j'aime bien intervenir à la baisse. Donc là on a un niveau de... Et puis après je vais en rester là, hein, parce que l'heure défile. Donc là nous arrivons sur un niveau de résistance, qui est également le haut de canal, donc là c'est très difficile d'acheter pour moi ici. Ou alors il faudrait casser ça et pullbacker, d'accord? Mais là, on peut plus l'acheter, quoi. C'est pas possible d'acheter du SDN ici, là. Là c'est, pour moi, là, c'est pas possible. J'ai une structure ici, vous voyez, cette structure me donne une expansion. Donc j'aime bien, sur ce genre de structure, aller rechercher les niveaux entre 1,618 et 200%. Alors, je l'ai raté, et je vais le redisposer. Alors, une petite seconde, voilà, tac. Vous voyez, le marché est exactement sur ce seuil. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors, je vais juste mettre le niveau des 200. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est ma boîte prix. Donc, si je devais faire quelque chose ici, c'est plutôt rechercher un short dans cette zone qui est ici. Donc là, vous pouvez également mettre une fourchette d'Andrews, hein, etc., hein, et être un peu plus conservateur et attendre que ça casse. Hein, vous avez des trendlines hein, ici. Après, chacun a sa propre façon de faire. Hein. Évidemment, moi, je n'impose rien. Mais, vous voyez, là, par exemple, je peux tout à fait essayer de regarder en M15 ce qui va se passer sur cette zone-ci, parce que mine de rien, là, vous avez quand même eu une vague baissière, et puis peut-être quelque chose qui ressemble à un retracement en 3 temps. Donc, vous voyez, on travaille on va travailler le truc un peu au corps, et on va regarder, est-ce que ça... Donc là, moi ce que je ferais, hein, c'est que je regarde en termes Elliott, ce que je ne vais pas faire là, mais est-ce que ça, c'est par exemple une vague en 5 temps? Oui, auquel cas, ça peut être une vague 1, ici une vague B, et donc du coup, je commence à avoir de plus en plus de grains en fait à moudre par rapport à ce que je recherche. D'accord? Bon, là, ça n'a pas l'air d'être le cas, donc je vous invite quand même à la prudence. Mais on est dans une zone qui peut être potentiellement une zone de retournement, et peut-être se dire, bon, bah voyez, si on casse ce bas qui est ici, c'est peut-être là où on va intervenir. Donc je regarderai, je vais le mettre sous vigilance. Pour l'instant, je pense qu'il ne faut rien faire. On a une expansion qui vient de se mettre clairement, de se mettre en jeu. Est-ce que le marché a déjà été recherché les 100%? Non. Donc ça veut dire que le marché peut aller plus haut pour aller rechercher donc une vague A égale C. Le problème, c'est que ça casserait ce plus haut. Donc on est encore en train de retracer, a priori. Donc le mouvement n'est pas terminé. Donc est-ce que c'est un problème si le marché vient faire un plus haut d'un point de vue Elliott? Vous voyez, de toute façon, j'avais du mal à compter 5 temps là-dedans. Donc pour moi, c'était pas une vague 1, ça. Mais du coup, ça veut dire que on aurait fait quelque chose d'un peu particulier, puisque ça voudrait presque dire qu'on a fait 1, 2, 3, 4 et qu'on va faire 5. Donc là, on serait peut-être en train de développer une vague d'impulsion, avec potentiellement une vague 2 qui peut les retracer jusque là, donc aller chercher notre ligne médiane, d'accord, qui se ferait du coup en 3 temps, pour aller rechercher une troisième vague C. Donc on aurait une vague A, B et C, et cette vague C sortirait du canal, mais viendrait buter sur le haut de la fourchette d'Andrews journalière. Voyez, donc ici on aurait eu un développement en 5 temps, 1, 2, 3, 4, 5, A, B et C, on bute sous cette fourchette d'Andrews, on se retrouve sur des niveaux de résistance, de nouveau des zones pour rechercher des shorts. Voyez comment on va vraiment essayer d'intégrer des fourchettes avec des niveaux Fibo et de l'héliotisme. Les trois, alors c'est dur, hein, c'est sûr que c'est dur, mais les trois façons de faire, merci pour ton commentaire Brett Dany. Alors pour information, bon, je fais des émules, hein, on est plusieurs en fait maintenant à communiquer sur ce genre de graphe sur Twitter. Donc bah écoute, si tu me suis, tu verras vite d'autres intervenants qui, qui aiment, qui like et qui retweetent un petit peu ce que je fais. Donc je t'inviterai à les suivre également. Ce que je fais est dur.
c'est dur, dans le sens où il faut intégrer vraiment des outils qui sont qui en ont rien à voir en fait, hein, des niveaux Fibo. Enfin si, parce que en fait, à l'origine, on peut se dire qu'ils n'ont rien à voir. C'est-à-dire que à chaque vague, on peut mettre des niveaux Fibonacci, on peut mettre des fourchettes, etc. Mais pour moi, ça n'a de sens que si c'est fait sur des niveaux éliotistes, qui ont du sens. Euh, et donc c'est là la difficulté de cette façon de procéder, c'est qu'il faut d'abord avoir une approche héliotiste. On va mettre les canaux, on va faire des recherches de canaux de régression, on va poser nos objectifs d'expansion Fibonacci, ça va nous permettre d'avoir des niveaux de support clairs, donc des niveaux de prix, et là du coup on a tout, on a un biais directionnel, le quoi qui nous est donné par Elliott, on a le timing qui nous est donné par les niveaux de régression, en plus des niveaux de prix Fibonacci et support chartiste, donc on a le quoi, on a le quand et on a le où. Et donc avec ça, eh ben on a notre point d'entrée. Et après, c'est le bon sens que de mettre des niveaux de stop et donc des niveaux d'objectifs, et donc de répondre au comment, le plan de trade. Et puis en fonction de la qualité de la situation, si vous avez plusieurs setups imbriqués, qui vont tous dans le même sens, si vous êtes dans le sens de la tendance de fond, etc., vous répondez à la question du combien, puisque le combien, plus votre situation est claire, plus vous pouvez mettre en position. Donc avec cette approche-là, ces outils-là, qui peuvent paraître simples mais durs en pratique quand même, je vous le cache pas. Il m'a fallu du temps déjà moi pour mettre au point ce système-là, puisque c'est une approche très personnelle en fait, hein. Je suis aujourd'hui j'étais un des précurseurs, hein. Euh, une approche très personnelle. Donc euh, voilà, donc ce sont des outils qui sont cohérents et qui forment un tout cohérent. Voilà, je vous laisse, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve dès demain pour mon prochain article. À très vite.